La maison, notre chez nous, est un lieu important. On grandit dedans, on y crée des souvenirs, des moments de partage et de réconfort avec nos proches. Souvent, notre domicile représente une protection du monde extérieur, un endroit qui nous appartient et dans lequel nous nous sentons libres. Mais qu'advient-il quand quelqu'un s'introduit dans cet espace et détruit tout sur son passage? C'est le cauchemar qu'a vécu une famille du Connecticut, une sécurité apparente qui finalement peut s'écrouler en quelques instants. Cette affaire montre les abysses de l'humanité et laisse planer une question. A-t-on tout fait pour les aider? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. La famille Petit vit dans la ville de Cheshire, une petite ville tranquille, sécuritaire et calme du Connecticut. Dans ce foyer, il y a William Petit Jr. et sa femme Jennifer Hawke. Le couple s'est rencontré pendant que William faisait ses études de médecine et que Jennifer travaillait dans un hôpital dans lequel il exerçait. Le futur docteur a tout de suite remarqué la belle infirmière et il a même tenté de l'impressionner en lui montrant comment bien prendre l'attention des patients, mais il s'avère que c'est Jennifer qui lui a montré comment bien faire. Les deux s'entendent très bien et ils commencent une relation, puis ils se marient après que William ait fini ses études et se soit spécialisé en tant que docteur en endocrinologie. Puis en 89, ils accueillent leur première fille, Hailey, suivie de Michaela en 95. C'est une famille très fusionnelle, surtout Jennifer envers ses filles qui se consacrent à leur bonheur, à leur épanouissement. Elle est heureuse de les voir grandir et d'observer leur personnalité et leur passion qui s'expriment. Ellie, en grandissant, est devenue très athlétique. C'est une très bonne élève qui a comme aspiration de rentrer dans l'université de Dartmouth et de suivre les traces de son père en faisant des études de médecine. Quant à la plus jeune, Michaela, elle adore cuisiner pour la famille, jardiner avec son père, et elle a un véritable attrait pour les animaux. Même dans les moments les plus compliqués de leur vie, la famille a su montrer qu'elle se soutenait et qu'elle partageait un grand sens de l'entraide. Ce fut le cas lorsque Jennifer a été diagnostiquée avec une sclérose en plaques. Hailey, qui avait seulement 9 ans à l'époque, a décidé de demander à tous ses proches de devenir des sponsors et elle est allée participer à la marche contre la sclérose en plaques du Connecticut. Elle et sa mère y participent pendant 9 ans, récoltant plus de 55 000 $ pour la recherche contre cette maladie. Et même si Hailey, qui a à présent 17 ans, n'allait plus pouvoir y participer avec son entrée à l'université, Michaela, 11 ans, était prête à prendre la relève et à aider à la cause. C'est donc dans ce contexte familial que les membres du foyer évoluent au cours des années et ce, jusqu'à ce que l'innommable se produise durant la nuit du 22 juillet 2007. C'est un dimanche habituel pour la famille Petit, ayant bien profité de ce jour de repos, chacun de leur côté, et voulant terminer la journée avec un dîner familial que Michaela souhaite cuisiner pour tout le monde. Vers 19h30, la jeune fille et sa mère se rendent dans l'épicerie de la ville afin de réunir les ingrédients nécessaires pour le repas. Elles finissent leurs achats et elles repartent à leur domicile. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'une personne mal intentionnée les a remarquées et les a suivies, préparant ainsi la première étape d'un plan diabolique. Ignorant toute forme de danger, la famille mange et rit ensemble et chacun part vaquer à ses occupations. Jennifer et Michaela se mettent dans le lit du couple pour lire tranquillement et Hailey fait de même dans sa propre chambre. Concernant le père de famille, lui décide de s'isoler au sous-sol en lisant une de ses revues médicales avant de paisiblement s'endormir. En parallèle, personne ne remarque les deux hommes stationnés dans le quartier et qui sortent de leur véhicule à 3 h du matin en se dirigeant vers le domicile de la famille Petit. Ils sont équipés, ils ont des cordes, un fusil, une batte de baseball et cachent leur visage à l'aide de masques. Ils sont préparés, ils savent qu'il y a des personnes dans la maison et que plus rien ne sera jamais pareil pour cette famille unie. William, qui dort toujours sur le canapé du sous-sol, se réveille en ressentant une douleur extrême au niveau de sa tête. 2 hommes sont au-dessus de lui. Elle lui assène des coups violents avec une batte de baseball. Les impacts sont si grands qu'il perd connaissance et ne se réveille que plus tard, ligoté contre les canalisations du sous-sol. Les deux intrus continuent leur exploration des lieux et ils se rendent dans la chambre parentale où dorment Jennifer et Michaela. La mère et la fille se réveillent et les choses se passent très vite, ne leur laissant pas le temps de réagir. Jennifer est ligotée au lit, elle est bâillonnée et elle a une tête d'oreiller sur la tête.
Michaela est ramenée dans sa chambre et l'un des hommes répète la même opération qu'avec Jennifer pour la neutraliser. Concernant Ellie, la même opération s'opère pour elle dans sa chambre. Chacun des membres de la famille est alors isolé dans des pièces différentes, ne pouvant absolument pas communiquer. Après 40 minutes à s'assurer que tout le monde est sous contrôle, les deux hommes commencent à retourner toute la maison à la recherche d'argent. Mais ils sont déçus en découvrant qu'à part quelques dollars et des cartes bleues, il n'y a pas le montant d'argent qu'ils espéraient obtenir. Mais lorsqu'ils mettent la main sur les relevés bancaires, ils constatent que le couple possède plus de 15 000 dollars sur un compte et ils ont bien l'intention de s'en saisir. Le problème, c'est qu'à cette heure de la nuit, les banques sont fermées et elles n'ouvrent pas avant 9 heures. Et qu'il faut aussi un des parents pour pouvoir le faire. Cela signifie que les deux intrus doivent rester jusqu'à là avec la famille, que le cauchemar est loin d'être terminé. Entre 4h30 et 8h, on sait que les intrus sortent de la maison pour aller acheter de l'essence à une station-service avant de revenir et de prendre le temps de parler à plusieurs membres de la famille et même de leur prodiguer des soins. Michaela a le droit de boire un peu d'eau, Hailey est autorisée à utiliser les toilettes et le docteur obtient une serviette pour éponger ses blessures à la tête. À 8h, ils mettent en place le plan. C'est Jennifer qui est choisie pour aller à la banque et elle doit demander 15 000 dollars. Il lui demande de se préparer, lui donne des consignes à respecter et que si elle tente quoi que ce soit, ses filles seront tuées. Et pour éviter les soupçons, il la force à téléphoner au cabinet de son mari et d'annoncer qu'il ne viendra pas travailler car il est malade. Tout est prêt. 9h approche, Jennifer monte dans la voiture avec l'un des ravisseurs qui la conduit jusqu'à la banque. Elle entre dans la banque faiblement et demande à la réceptionniste de retirer 15 000 dollars, mais elle ne fait pas que ça. Elle se saisit également d'un papier et d'un stylo sur lequel elle indique qu'elle doit récupérer cet argent, car sa famille est prise en otage, et que si elle prévient la police, sa famille sera tuée. La réceptionniste transmet la note à sa responsable qui, rien qu'en voyant le visage de la mère de famille, comprend la gravité de la situation. Pendant que Jennifer récupère son argent, celle-ci part dans son bureau et prend la décision de prévenir les secours. L'appel est passé à 9h21, au moment où Jennifer sort de la banque, retourne dans le véhicule et se fait ramener à son domicile. We have a lady who says that her husband and children are being held at their house. The people are in a car outside the bank. She is getting $15,000 to bring out to them. If the police are told, they will kill the children and the husband. She says they are being very nice and they told us they wouldn't hurt anybody. If she got back there with the money, she believes them. À peine 2 minutes après cet appel, une équipe de police intervient, mais elle ne se rend pas au domicile des petits, mais à la banque. Il semblerait qu'il y ait eu un problème de compréhension et que les forces de l'ordre ont pensé à un braquage dans la banque. Ils n'ont pas compris la gravité de la situation que vivait la famille, au point même où ils se demandent si cette histoire de prise d'otage est vraie. Il faut attendre 9h30 pour qu'une décision soit prise et qu'une équipe soit déployée dans le quartier de la famille et que le SWAT soit sollicité. À l'intérieur de la maison, William reprend connaissance et il entend sa femme hurler. Ses cris lui donnent de l'adrénaline et il parvient à enlever ses liens et à se libérer. Étant seul au niveau du sous-sol, il se dirige jusqu'à la trappe d'ouverture et se retrouve dans le jardin. Il souffre beaucoup de ses blessures et il peut seulement se mettre à ramper dans le jardin jusqu'à atteindre celui de son voisin dehors au même moment. La police l'aperçoit et ne sachant pas s'il est l'un des intrus, elle l'encercle et elle le neutralise alors qu'il répète que les filles sont toujours à l'intérieur. Et tout d'un coup, des flammes s'échappent de la maison et 2 hommes courent jusqu'à la voiture des petits et tentent de passer le barrage des autorités. Ils se retrouvent face à plusieurs voitures de police et tentent dans un mouvement désespéré de foncer dessus, mais ils détruisent leur véhicule et se font appréhender et arrêter. Les flammes provenant de la maison sont de plus en plus imposantes et les policiers ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent qu'attendre l'arrivée des pompiers. L'incendie est enfin maîtrisé et les forces de l'ordre pénètrent dans le logement, mais il est déjà trop tard. 3 corps sont découverts dans le logement. Les 3 femmes ont perdu la vie. Les 2 suspects sont conduits au poste de police et identifiés comme étant Joshua Komisarski, 26 ans, et Steven Ice, 44 ans. Joshua et Steven sont ramenés au poste de police et sont interrogés de façon séparée. Et comme ça arrive fréquemment, l'un et l'autre rejettent la faute sur l'autre et tentent de minimiser ses actions. Mais un rapide état des lieux les concernant permet de comprendre qu'aucun d'eux n'est un enfant de cœur.
Joshua Komisarjevski a été adopté alors qu'il était encore un bébé et il s'est révélé être un enfant très intelligent, au-dessus de la moyenne. Mais il a rapidement usé son intelligence pour commettre des méfaits, principalement des cambriolages. Vers 2002, il devient père et il décide de se reprendre en main et il souhaite devenir architecte. Mais sa situation reste compliquée et lorsqu'il obtient la garde exclusive de sa fille après que sa compagne soit partie enceinte de désintoxication, c'est encore pire. Et malgré son souhait de devenir meilleur, il va faire tout le contraire. Il met le feu à une station-service, se scarifie le bras en inscrivant le mot hate, donc haine. Il commence encore à s'introduire dans des domiciles, mais pas seulement pour cambrioler, car Joshua semble prendre du plaisir à s'introduire chez les gens en leur présence lorsqu'ils dorment et il dit aimer les observer. Entre consommation de drogue et violation de domicile, ce sont 18 arrestations inscrites dans son casier judiciaire. Steven Hayes, lui, a toujours montré un côté violent et manipulateur d'après ses proches, comme en témoigne la fois où il a mis une arme sur la tempe de son frère. Lui déclare qu'il a des problèmes mentaux, mais sa famille affirme que c'est faux. Il est seulement calculateur et fourbe. En 92, il se marie et il devient père avant de divorcer. Il continue à voir sa fille chaque semaine et n'a jamais montré de violence envers elle, qu'elle décrit comme quelqu'un de très gentil. Son passif criminel est aussi impressionnant que son complice. 17 allers-retours en détention pour drogue et délit. Alors, comment les deux hommes se sont rencontrés ? Je pense qu'il n'y a rien de surprenant en vous disant qu'ils ont fait connaissance en prison. Cela s'est passé en 2006 alors qu'ils étaient dans une maison de transition après avoir été poursuivis pour cambriolage. Ils ont chacun obtenu leur liberté conditionnelle en avril 2007 et ont vaguement évoqué l'idée de travailler ensemble. Et ce n'est que 2 mois après leur sortie qu'ils décident de le faire. Comme je vous l'ai dit, les deux sont interrogés séparément et donnent donc 2 versions différentes des faits. De son côté, Joshua admet s'être associé à Steven dans le but de commettre un cambriolage. Son rôle était de repérer une famille semblant avoir de bons moyens financiers. C'est ce qu'il a fait en se positionnant sur le parking du supermarché et en repérant Jennifer et Michaela faire leurs courses. Les policiers le questionnent sur ce qui s'est passé entre le moment où Jennifer est entrée de la banque et que la maison ait pris feu. D'après lui, Steven a aperçu un policier dans le jardin en regardant par la fenêtre et il a paniqué et s'est mis en colère. Joshua a entendu la trappe du sous-sol s'ouvrir et il est allé voir et a constaté que le docteur avait pris la fuite. Il est remonté prévenir Steven et il a découvert Jennifer sans vie au sol. Là, Steven déclare qu'ils doivent mettre le feu, il déverse de l'essence, met le feu et les deux s'enfuient. Steven donne une version différente. Il a accepté de cambrioler avec Joshua, mais personne ne devait être blessé. Il voulait vraiment seulement l'argent. Mais le plan de base a rapidement dérapé lorsque Joshua a vu le père endormi dans le sous-sol et l'a attaqué avec la batte de baseball. Il admet qu'il a étranglé Jennifer et qu'il l'a aussi violée. Et il rejette la faute sur son acolyte en disant qu'il l'a poussé à le faire, après s'être vanté d'avoir abusé de la jeune Michaela. Et cette dernière déclaration est malheureusement vraie. Joshua a violé la jeune fille de 11 ans, comme en atteste l'analyse du médecin légiste, mais encore pire, les photos et les vidéos qu'il a prises du moment. Il amènera finalement de lui-même en se permettant de l'appeler KK, qui était le surnom que ses proches lui donnaient. L'autopsie permet également de déterminer que Michaela et Ellie sont mortes à cause d'asphyxie, signifiant donc qu'elles étaient vivantes lorsque le feu a été déclenché. Comme vous pouvez vous en douter, la réaction de la communauté est le choc et l'indignation. Pourquoi ces hommes étaient-ils en liberté conditionnelle ? Que faisaient les policiers entre le moment où Jennifer est sortie de la banque et celui où la maison a pris feu ? Pourquoi n'ont-ils rien fait pour arrêter ça ? Il y a une conférence de presse de la police, mais elle n'arrange pas les choses. Au contraire. Durant la conférence, il est indiqué que les forces de l'ordre ne sont arrivées sur place qu'au moment où les 2 individus sont sortis de la maison et que le feu était là et qu'il était trop tard pour intervenir. Or, on sait qu'ils étaient là avant. Et l'appel à la police, les témoignages et les différents appels entre les équipes de secours permettent de prouver et d'établir une chronologie des faits. À 9h21, Jennifer sort de la banque et la police est prévenue. À 9h30, la police encercle le quartier et la maison des petits, mais le chef de la police leur dit de ne pas intervenir tant qu'il n'est pas là. Un périmètre de sécurité est établi autour de la maison, mais aucune prise de contact avec les ravisseurs n'est lancée. Le SWAT arrive, ils sont prêts à intervenir, mais ils se rendent compte
qu'ils n'ont pas mis leur gilet pare-balles et ils retournent à la camionnette les mettre. À 9h50, tout le monde est enfin prêt, mais ils attendent les instructions et toujours aucune prise de contact effectuée. 9h58, le docteur Petit s'enfuit du logement et la maison est en feu. La police était donc présente pendant 30 minutes sur les lieux et aucune tentative de communication ni d'intervention n'a été faite. Et cette idée crée une véritable incompréhension pour les habitants et surtout pour les proches de cette famille. Ils demandent des explications, mais la police n'en donnera pas plus et elle restera silencieuse. C'est en octobre 2010 que s'ouvre le procès de Steven. Les deux accusés ont eu deux procès différents et il faut savoir qu'au début, ils envisageaient de plaider coupable pour éviter la peine de mort. Mais le procureur a refusé la demande. Durant son procès, Steven s'excuse publiquement envers le proche des victimes. Et il déclare également « La mort sera pour moi un soulagement bienvenu et j'espère qu'elle apportera un peu de paix et de réconfort à ceux que j'ai tant blessés. » William prendra également la parole et témoignera de ce qu'il a vécu cette nuit et du fait de s'être réveillé en découvrant qu'il avait perdu ses deux filles et sa femme. Il conclura par « J'ai du mal à dormir et à faire confiance désormais. J'espère continuer à honorer ma famille. Je vais de l'avant avec l'espoir que le bien vaincra le mal. » À la fin du procès, Steven Ice est déclaré coupable et il est condamné à la peine de mort. Le procès de Joshua s'ouvre en octobre 2011, soit un an après celui de son complice. Il explique à la barre qu'il n'a jamais voulu tuer quelqu'un, seulement voler ces personnes et que les choses ont mal tourné. Il finira par dire « Je ne trouverai jamais la paix intérieure. Ma vie ne sera qu'une continuation du mal que j'ai causé. L'horloge fait maintenant tic-tac et j'ai une dette que je ne peux pas rembourser. » À la fin du procès, il est déclaré coupable et lors de la décision de sa peine, Joshua s'exprime à nouveau et cette fois-ci, il déclare « Des millions de personnes m'ont jugé coupable de crimes capitaux que je n'ai pas commis. Je ne voulais pas que cette femme meure. Elle n'était pas censée perdre la vie. Je n'ai pas besoin de 12 personnes pour me dire de quoi je suis coupable ou non coupable. Aucune d'entre elles n'était là ce matin-là. Je connais mes responsabilités. Je les assumerai comme je le dois. Ce que je ne peux pas faire, c'est revendiquer la responsabilité des actions d'un autre. » Il obtient lui aussi comme sentence la peine de mort. Mais en 2015, l'État du Connecticut abolit la peine de mort et de ce fait, toutes les peines de mort sont transformées en peine à perpétuité sans possibilité de libération. Donc cela concerne aussi Joshua et Steven. Joshua va tout de même faire appel en invoquant le fait que le procès n'aurait pas dû être fait au Connecticut à cause de la trop grande médiatisation des faits et de l'impact sur le jury. Son avocat insiste également sur le fait que c'est Steven qui a étranglé Jennifer et mis le feu à la maison, ce qui n'a pas été prouvé. Qu'il n'est pas le cerveau de l'opération comme il a été dit durant son procès. Mais la requête est rejetée par le juge car la peine donnée par le tribunal est équivalente et la faute n'a pas été mise plus sur l'un ou sur l'autre. Autre chose, pour la première fois de l'histoire du Connecticut, une aide psychologique a été mise en place pour les membres du jury tant les images et les faits étaient durs à voir et à entendre. De son côté, William a arrêté sa carrière de médecin. Il a créé la fondation de la famille Petit en hommage à Jennifer, Hailey et Michaela. La fondation a pour but de soulever des fonds pour l'éducation des jeunes, aider des personnes avec des maladies chroniques et protéger les jeunes touchés par la violence. Et cet élan de philanthropie ne s'est pas arrêté là, avec en plus un événement de charité appelé le Cheshire Light Hope, qui se tient chaque année et permet aux habitants de se connaître, de discuter et de soutenir des causes comme la Fondation Petit, des services sociaux, les aides alimentaires et les bourses scolaires. Autre point positif, si on peut le dire comme ça, dans tout ce malheur, William a pu reconstruire sa vie et il s'est marié avec une bénévole de la fondation avec qui il a eu un fils. Il s'est également lancé dans la politique. La maison de la famille Petit a été détruite et avec l'aide de la communauté, William a pu construire un magnifique jardin à la place, toujours en l'honneur de sa famille. Mais cette affaire a fait beaucoup parler et a soulevé de nombreux problèmes comme la liberté conditionnelle, surtout lorsqu'on s'intéresse à celle de Joshua. Lors de sa dernière comparution, donc avant les meurtres, la procureure qui s'occupait de son dossier avait déjà mis en garde le juge. Elle avait dit qu'il était un être dangereux, qu'il continuerait de s'introduire dans des maisons, qu'il était très intelligent et elle avait même fini par dire « Vous ne le reverrez jamais ou il sera le pire criminel à passer ses portes ». Et elle n'avait pas totalement tort. Alors comment est-ce qu'un tel criminel a pu accéder à la liberté conditionnelle après ces déclarations? Il s'agit d'un problème de transmission de documents, c'est aussi malheureux que ça.
La procureure, lors de sa demande de liberté, avait bien demandé à ce que les déclarations qu'elle avait faites soient transmises à la commission des libérations conditionnelles, mais ça n'a jamais été reçu. La commission n'a pas non plus eu connaissance des 18 arrestations présentes dans son casier. Ils ont seulement vu un jeune homme intelligent, bien sous tout rapport, ayant commis un cambriolage, et ils ont voulu lui donner une chance. On peut tout de même voir du positif dans l'après de cette affaire, car suite aux événements, 2 décisions ont été mises en place dans l'État du Connecticut. La première est que désormais, des violations de domicile lorsque les personnes sont présentes à l'intérieur sont considérées comme des crimes violents. La deuxième est que les personnes ayant commis des crimes violents doivent subir une plus grande enquête afin d'obtenir une liberté conditionnelle. Cette affaire, je dois l'avouer, a été difficile à couvrir par la cruauté qui s'en émane. J'ai eu du mal lors de mes recherches à ne pas vouloir m'indigner contre tout et à garder l'espoir en l'humanité comme j'essaie généralement de le faire. Mais derrière tout cet aspect inhumain et de pure cruauté, il y a un message d'espoir. À mes yeux, il passe à travers le combat de William Petit, un homme qui a tout perdu, mais qui a décidé que le négatif ne l'emporterait pas. Il a réussi à faire de ce drame inimaginable un combat, à trouver des moyens de chérir la mémoire de ses êtres chers. Il est pour moi un modèle de résilience et je préfère finir en pensant à lui, à sa famille et aux actions positives qu'il fait en son nom et en celui de Jennifer, Michaela et Ellie. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, vous pouvez me le signaler dans les commentaires et en aimant la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.